Je suis Jean-Philippe Lesage, je suis architecte sécurité pour les partenaires et puis vous pouvez récupérer, hein, toutes ces inscriptions et cetera sur le troisième lien, en fait, que vous allez trouver sous mon nom avec, le petit point d'interrogation et les slides, vous pouvez les récupérer aussi sur aka.ms, MPSS et je l'ai mis dans le chat. Bon, on va avancer, sur l'agenda, donc introduction, découverte de Shadow IT. Il y a des éléments sur lesquels on ira un petit peu plus vite, hein, mais je vous ai laissé toutes les slides. C'est-à-dire qu'il y en a 100 et des bananes, il me semble. On fera pas les 100 et des bananes parce que je ferai aussi des démos et comme ça, en fait, vous avez un pack de slides à disposition pour parler de Defender for Cleanups. Donc on fera de la découverte du Shadow IT, protection des données, contrôle de session, protection contre les menaces, comment on fait de l'intégration d'entreprise et puis parler un petit peu de la donne, qui sur la gouvernance des applications. Voilà pour les sujets. Alors en introduction, bon, il Defender for Cleanups, fait partie de ce qu'on appelle les CASB, mais il est en train d'évoluer, hein, le nom est en train d'évoluer aussi. Les CASB sont arrivés, il y a quand même déjà un bon moment. Je me demande si c'est pas 2012 ou un truc comme ça, où ça avait été défini par le Gartner. Le premier cadran pour le Gartner, c'était en 2017, mais ça s'est arrêté en 2020, si je me souviens bien. Donc, il n'y a plus de cadran, à ce niveau-là. Heu D'où on vient avec Defender for Collapse. Alors je vous ai mis 2 timelines. La première timeline, c'est plutôt sur le produit en lui-même et la deuxième timeline, c'est plutôt sur le nom. On aime bien changer les noms chez Microsoft et donc il y a eu des évolutions. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, le CASB, c'est 2012 par le Gartner, mais en 2015, Microsoft a acquis une société israélienne. C'était dans le pack, hein, des sociétés israéliennes qu'on a acquis en 2015, qui s'appelait Adallom et qui était, assez bien placé dans le monde, du CASB. En 2016, donc il y a eu intégration, hein, c'est ça, c'est à peu près un peu moins d'un an en général, de gestation, hein, quand on rachète, une société, on l'intègre et donc, est sorti Microsoft Cloud App Security, qui était notre CASB. Il a évolué ce CASB, il a évolué, de différentes manières, d'abord avec de l'intégration avec Identity Protection, avec, Microsoft Defender for Identity. C'est-à-dire qu'on rapprochait un petit peu, des éléments de ces différents produits pour avoir quelque chose, qui soit assez complet, notamment sur la partie, protection contre les menaces sur l'identité, enfin détection sur l'identité. Donc c'est le 1er élément où ça a un peu évolué. Ensuite, on est devenu leader sur le Magic Quadrant en 2019. En 2022, il y a un gros changement, en fait, qui a commencé à arriver, surtout à la fin de l'année et puis là, il est pratiquement terminé, je dirais. Il y a encore quelques éléments, où on retrouve l'ancien portail, mais en fait, c'est l'intégration de Defender for Cloud Apps dans le portail security.microsoft.com dans Microsoft 365 Defender. Donc, tout est là-dedans maintenant et vous pouvez tout faire dans ce portail. Il y a plus besoin d'aller dans le portail, Cloud App Security. Alors, j'ai quand même vu, hein, qu'à certains moments, notamment quand on clique sur une alerte, sur les 3 petits points, à un moment donné, il bascule encore dans son ancien portail, mais je pense que ça devrait être réglé assez rapidement. Donc on peut tout faire là-dedans et c'est plutôt pas mal, hein. C'est assez bien fait. On n'est pas trop perdu quand même parce qu'il y a ça aussi qui peut être gênant, c'est quand on est habitué à l'ancien portail, passer à un nouveau, ça peut être un peu embêtant, mais là, on n'est pas perdu du tout. Et puis alors, hier, on a, annoncé, hein, un petit peu une nouvelle façon de parler du CASB et pas que du CASB, mais un nouveau workload, on va dire, sur la partie sécurité. Sécurité, c'est la partie SaaS sécurité. Donc ça, c'est un élément important et le CASB, est en plein dedans, dans cette partie SaaS Security. En fait, on se rend compte que, bah, il y a beaucoup d'applications SaaS, et puis que les clients mettent beaucoup d'argent dans ces applications SaaS et qu'il faut vraiment des solutions pour les gérer et on verra que le CASB répond à une partie de ces éléments, mais en fait, dans la partie SaaS Security, il n'y a pas que les éléments qui sont normalement dans un CASB.
Alors, comme on aime bien renommer les produits, et vous le savez, il s'appelait Cloud App Security jusqu'en 2021 et il s'appelle désormais Microsoft Defender for Cloud Apps, donc dans la partie Defender. Donc ça, c'était plutôt pour d'où on vient au niveau du CASB. Alors, les cas d'usage du CASB, hein, ben, on va en voir un certain nombre aujourd'hui. Il y a une grosse partie où c'est le premier chapitre, en fait, c'est la découverte du Shadow IT, c'est-à-dire découvrir les applications qui sont utilisées dans l'entreprise et voir lesquelles, en fait, ne sont pas gérées par l'IT, par exemple. Donc ça, c'est un élément qui va être important. Et puis, différentes choses là-dedans qu'on va effectuer, hein, pour évaluer la conformité, par exemple, pour savoir si on doit les intégrer ou pas, enfin bon, un certain nombre de choses. Ensuite, une fois qu'on a des applications comme ça qu'on a intégrées, typiquement les applications d'entreprise, hein, je sais pas, un ServiceNow, un Salesforce, peu importe, hein, ou un Office 365 aussi, bien sûr. Euh, mais en fait, après, c'est ce qu'on fait dans ces applications. Comment on va gouverner, par exemple, la donnée qui transite dans ces applications, comment on va protéger ces données, comment on va protéger l'utilisateur de ses propres erreurs, comment on va faire de la protection contre les menaces et de la détection sur des menaces qui peuvent arriver et des activités malveillantes qui peuvent arriver dans toutes ces applications SaaS. Donc ça va être tout le chemin, tous les différents cas d'usage, et on en verra plusieurs aujourd'hui sur la partie Defender for Cloud Apps. Bon, ça, je vous la passe. Il y a juste un élément qui va être important à noter, c'est ici, c'est dans la partie SaaS Security. En fait, ça, c'est juste une copie d'écran que j'ai faite parce que c'est sorti hier, hein. C'est d'un blog d'hier. Je vous ai mis le lien vers le blog d'ailleurs. C'est la nouvelle façon de parler de ces protections. Donc, on va parler de SaaS Security, nous. Et dans la partie SaaS Security, donc, il y a des éléments qui étaient des éléments du CASB. Donc, je sais pas moi, protection contre les menaces, découverte du Shadow IT, découverte des applications SaaS, etc. Mais il y a aussi d'autres éléments, en fait. Typiquement, on parle de SSPM. Donc, vous aviez l'habitude, hein, CSPM, par exemple, Cloud Security Posture Management. Ben, SSPM, c'est SaaS Security Posture Management. On va faire de l'analyse de posture de sécurité dans les applications. Alors, vous allez me dire, ouais, mais on fait déjà, oui, on est capable de faire au niveau de l'identité, on est capable de faire à différents niveaux, dans Office 365 aussi, mais là, on va aller même dans des applications qui ne sont pas des applications Microsoft. Alors, pour l'instant, il n'y a pas masse d'applications, hein. Alors, il y a Salesforce, je pense qu'il y a ServiceNow, et puis il y en a peut-être deux ou trois autres. Mais c'est quelque chose qui va évoluer. Et du coup, dans le Secure Score, et c'est ça qui va être intéressant, dans le Secure Score global, ben, on va avoir ces éléments de posture de sécurité par rapport à des applications SaaS diverses et variées. Donc, c'est intégré directement dans le Secure Score, comme je vous montrerai tout à l'heure. Donc ça, c'est important parce que ça permet de voir où on en est et comment on évolue au niveau des applications SaaS, puisque évidemment, il vaut mieux les gérer. Bon, je vous passe le Gartner et le Forrester, je vous ai mis les slides pour que vous les ayez. Alors, on va parler du licensing juste 2 minutes, hein, puisqu'il y a une licensing datasheet qui est disponible. Alors, on va dire qu'il y a pas trois versions, mais pas trois modules non plus, mais c'est vendu de façon différente, Defender for Cloud Apps. Et la première façon d'avoir une partie de Defender for Cloud Apps, c'est la partie découverte du Shadow IT. Et ça, c'est dans Azure Active Directory Premium P1. Donc déjà, dans Azure Active Directory Premium P1, vous pouvez faire de la découverte du Shadow IT. Et en fait, derrière, c'est Defender for Cloud Apps qui le fait, et juste sa partie Discovery, en fait. Donc, vous n'avez pas accès au reste, mais vous avez accès à la partie Discovery. Alors, à chaque fois, je vous ai mis les liens pour avoir les comparaisons, en fait, entre les différentes versions aussi. Comme ça, il vous suffit d'aller voir et vous savez à peu près comment ça fonctionne. Dans Office 365 E5, il y a aussi une version de Cloud App Security qui est un petit peu plus évoluée, celle-là. Elle va pouvoir gérer en fait les applications qui font de la collaboration. Donc c'est un peu plus évolué que ce qu'on trouve dans la partie Shadow IT, mais c'est pas la version complète. Et la version complète, elle se retrouve dans Microsoft 365 E5 et puis dans les différents modules
associé. Et là, on a le CASB en complet. Il peut s'acheter tout seul aussi. Donc, je vous ai mis le licensing datasheet si vous voulez aller voir, et puis après, les différentes comparaisons pour savoir exactement quelles sont les différences entre entre les éléments dont je viens de parler. Voilà, et on s'arrêtera là sur la partie euh, licensing. Alors, découverte. Il y a certaines slides où je passe plus vite parce que je vous en ai laissé beaucoup. Alors, découverte du Shadow IT, comment ça va se passer? En fait, on va pouvoir faire une analyse sur, alors à l'heure actuelle, c'est plus de 31 000 applications, hein. Au départ, je sais plus, c'était 14 000, si je me souviens bien. Donc ça évolue, hein. On va pouvoir découvrir donc les applications utilisées dans l'entreprise. C'est pas parce que on en a 31 000 qu'on peut pas en avoir plus, hein. On peut aussi faire des applications custom, hein, type, je sais pas, des applications internes ou des choses comme ça. Utilisation de ces applications, qui sont les utilisateurs qui l'utilisent le plus, à partir d'où, de quel périphérique, qu'est-ce qu'on peut retrouver, quels sont les critères après associés pour ces applications, pour comprendre le risque, en fait, qui peut arriver par ces types d'applications. Alors, je prends toujours le même exemple. Je suis une entreprise et puis il y a des collaborateurs qui utilisent une application pour faire du file sharing, par exemple, vers l'extérieur. Et cette application, elle n'est pas conforme, il n'y a pas d'informations sur la RGPD, etc. Ça me concerne quand même, puisque je suis responsable de ce genre de choses en tant qu'entreprise. Donc, j'ai plutôt intérêt à le savoir et de savoir comment c'est utilisé. Donc, il y a évaluation sur plus de 90 paramètres. Alors, il y a des paramètres qui sont des paramètres liés à la conformité, aux réglementations, mais il y a aussi des paramètres qui sont liés à la sécurité des différentes applications. Donc, ça permet de faire une bonne évaluation et de savoir le risque qui peut être associé et de prendre les bonnes mesures, en fait, surtout vis-à-vis de ces applications. Après, pour prendre prendre des actions, pardon, il y a différentes possibilités. Alors, on va les voir juste après, mais globalement, c'est de l'intégration, c'est bloqué. Et bloqué avec quoi? Bloqué avec les éléments qu'on peut avoir chez Microsoft, mais bloqué aussi avec d'autres éléments. Ça peut être avec des équipements réseau, ou ça peut être avec d'autres solutions, bloquées avec Corata, par exemple. Corata, c'est un outil qui va permettre de gérer les périphériques mobiles. On pourrait très bien utiliser Corata pour dire je veux bloquer l'accès à ces applications sur les périphériques mobiles de mon entreprise. Voilà. Donc il y a des interactions, il y a des intégrations qui sont disponibles. Alors, comment on fait quand on passe justement à cette analyse? En fait, on découvre, donc ça c'est la première chose qu'on va faire. Ensuite, on va évaluer et ensuite, on va avoir différentes possibilités, en fait. Et là, la question à se poser, c'est est-ce que les employés ont besoin de ces applications, ou est-ce qu'ils l'utilisent parce qu'ils ne savent pas qu'il y a la même chose au niveau de l'IT, et qu'ils devraient utiliser, par exemple, je sais pas, OneDrive for Business, par exemple, pour faire le partage, ou pour mettre leurs données. Ça peut être tout à fait ça. Donc, les employés devraient-ils l'utiliser? Si c'est non, et en fait, on va basculer l'application en unsanctioned, et à ce moment-là, on va pouvoir dire qu'on la bloque. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Alors, pour bloquer, il y a différents moyens, hein, qu'on peut utiliser. Après, on peut dire, bah oui, finalement, cette application, par exemple, c'est une application pour l'ARH pour faire de l'analyse de CV. Bah oui, effectivement, c'est quelque chose que l'IT n'a pas. Il y a un vrai besoin derrière. C'est normal. Donc, qu'est-ce qu'on en fait ensuite? Est-ce qu'on fait juste auditer ce qui se passe dans l'application, ou est-ce qu'on veut la contrôler? Alors, la contrôler, ça peut être de dire, finalement, je vais l'intégrer à Azure AD. Et puis, ça va devenir une application d'entreprise classique, intégrée, avec peut-être des accès conditionnels, avec du SSO, etc., etc. Donc ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Et après, on peut très bien dire, je regarde. Euh, je ne sais pas s'il faut vraiment l'intégrer tout de suite. Je regarde, je surveille l'utilisation, et puis je verrai plus tard ce que j'en fais. Donc voilà, c'est vraiment de la gestion comme ça, du cycle de vie, en fait, du Shadow IT. Ça, je vous le laisse aussi, c'est un peu la même chose, les différentes phases, mais vous pourrez réutiliser ces slides. Alors, comment ça se passe, la découverte? Il y a différentes possibilités pour découvrir ces applications. La première possibilité,
c'est de récupérer un rapport, je sais pas, d'un équipement réseau, par exemple, d'un firewall, qu'on va ingérer dans la plateforme et puis ensuite, on va analyser ce rapport, enfin ce log qu'on a ingéré. On va l'analyser et puis on va présenter une sorte de tableau de bord que je vous montrerai juste après, qui vous montrera, bah, en fait, l'utilisation qui est faite des applications dans l'entreprise. Ça, c'est du coup par coup. Après, il y a une deuxième possibilité et alors ça, c'est le seul moyen qui est disponible, par exemple, dans Azure ADP1 pour, la découverte du Shadow IT. Il faut vraiment intégrer des rapports et c'est au coup par coup. Dans la version complète de Defender for Cloud Apps, on peut faire, de l'analyse en continu et de faire envoyer, en fait, des rapports de façon, continue. Donc on a la possibilité d'installer un log collector. Donc ça, c'est le premier point, un log collector qui va récupérer les informations de mes différentes sources, hein, firewall et autres et puis, qui va être analysé ensuite dans Defender for Cloud Apps. On peut utiliser, si on a aussi, Microsoft Defender for Endpoint. Donc il peut y avoir une intégration. Donc on va dire dans Defender for Endpoint, par exemple: «Tiens, il faut que tu t'intègres avec Cloud Apps avec Defender for Cloud Apps». Et puis, ça te permettra 2 choses. Ça te permettra, un, de renvoyer les informations sur les applications SaaS utilisées et 2, ça permettra en retour à Defender for Cloud Apps de dire à Defender for Endpoint: «Bah, tiens, cette application-là, il faut que tu la bloques». Voilà. Donc c'est plusieurs possibilités et puis après, il y a différentes intégrations qui sont possibles. Alors on est plus ou moins bien intégré avec, différents acteurs. Avec Zscaler, par exemple, il y avait une grosse intégration qui était faite, on pouvait interagir directement sur leur portail. Mais, voilà, donc, je vous ai mis les liens aussi vers, les différentes intégrations, si ça peut vous intéresser et voir comment on peut aller plus loin. Alors, comment on fait pour récupérer un log, en fait? Eh ben, en fait, ouais, je récupère le log de mon firewall, par exemple et puis ensuite, je vais dire, ben, ce rapport, il va être nommé alors ici, je l'ai nommé, démo MPSS. C'est un type de log qui est, de type Barracuda, Web Firewall et cetera et puis, je pourrais dire aussi: «Est-ce que je veux anonymiser, les informations qui seront dans ce log?» Puis après, je fais next et puis après, il tourne. Après, il récupère le log et puis, il fait son analyse. Ça peut prendre un petit peu de temps. Alors, ils mettent 24 heures, mais, en fait, souvent, ça va beaucoup plus vite. Et puis vous récupérez le rapport, évidemment, vous pourrez l'analyser par la suite. La source donnée, ben, je vous ai mis les différentes sources possibles, il y en a beaucoup qui sont déjà disponibles. Si la source de données n'est pas encore disponible, on peut la demander, il y a possibilité de faire une demande sur le portail et sinon, on va avoir la possibilité aussi, d'expliquer en fait comment est le log et de monter un custom log pour, analyse, ensuite. Donc c'est typiquement, ça qu'on fait ici. On explique comment il est fait et puis après du coup, on va pouvoir faire l'analyse, avec le parser. Voilà. Avec le log collector en fait, ben, on va récupérer automatiquement, tous ces éléments des différents équipements réseau et pouvoir l'envoyer vers Defender for Cloud Apps pour, analyse ensuite. Donc ça, c'est un élément qu'il va falloir, installer, en plus, hein, heu et vous aurez du coup la possibilité d'avoir ces logs qui arrivent de façon, récurrente. De la même chose, on va l'avoir avec Microsoft Defender for Endpoint. Donc je vous ai mis ici la copie d'écran, pour l'intégration, hein, qui explique, il y a juste un bouton radio à bouger pour faire l'intégration. C'est super rapide et puis vous aurez en fait dans Defender for Cloud Apps la possibilité d'avoir ce que renvoie en fait, Defender for Endpoint. Bon, intégration avec Zscaler, je vous ai mis la slide, je vous laisserai regarder et les intégrations avec Corata, pareil. Il existe aussi un rapport Shadow IT Exec Report qui est disponible, qui peut être intéressant pour vos execs, hein, donc pour avoir une vue de ce qui est utilisé et puis, souvent, on a besoin de tester et de regarder comment ça fonctionne, mais j'ai pas toujours des logs disponibles. Bah, ça, c'est super simple, en fait. Quand vous allez voir pour, ingérer un nouveau log, vous faites, voir et vérifier et ensuite
vous aurez alors le format du log, mais vous aurez surtout un bouton pour télécharger un log d'exemple. Du coup, vous récupérez ce log d'exemple et c'est ce log d'exemple que vous allez ingérer dans la plateforme. Et du coup, ça vous permet d'avoir les éléments pour faire une analyse. Alors, on a aussi des informations, alors c'est pas trop dans le shadow IT, mais c'est plutôt sur enfin, c'est dans cette partie découverte aussi, découverte des applications et puis, comprendre les impacts que ça peut avoir, des droits qui sont associés aux applications et pouvoir les révoquer. Par exemple, il y a une nouvelle application qui a été intégrée et puis on lui a donné, des droits de lecture sur, tout le profil de l'utilisateur. Voilà, quel impact ça peut avoir et puis est-ce que c'est en accord avec les règles de l'entreprise? Donc, j'ai sur des applications SaaS, je vais juste vous faire petit passage dans la partie découverte. Donc, je suis dans le portail Microsoft 365 Defender et je vais dans la partie Cloud Apps. Voilà, donc c'est là que j'ai toute l'intégration qui est faite de Defender for Cloud Apps. Quand je vais dans la partie Cloud Discovery, en fait, je vais avoir toutes les informations ici, notamment des logs que j'ai pu récupérer. Alors, j'ai des logs qui viennent des utilisateurs Windows 10. Je pourrais avoir un log ici qui vient d'un snapshot que j'ai créé MPSS février 2023. Et j'ai aussi au-dessus, en continuous reports, logsim. Mais en fait, ça, c'est une logic apps qui est disponible et qui permet d'alimenter et de faire comme s'il y avait un log collector qui tournait tout le temps. Donc ça peut être intéressant pour les démos. Ça vous évite d'avoir un environnement qui récupère des choses de façon récurrente. C'est un log collector, on va dire, automatique avec une logic apps et puis un peu de stockage derrière pour mettre des logs qu'on va réingérer de façon récurrente. Donc dans le dashboard, je vois directement ici toutes les applications qui sont utilisées, par qui, comment, le trafic qui peut y être associé, voilà, toutes les applications qui ont été découvertes. Alors là, je n'ai pas anonymisé, donc je vois exactement quels sont les utilisateurs qui utilisent. Après, dans ces applications découvertes, ce qui peut être intéressant, c'est de voir, en fait, de pouvoir les classer, de savoir ce qui est utilisé, comment, et je peux même avoir des requêtes. Donc, si je fais select query ici, il y a un certain nombre de requêtes qui sont déjà disponibles, mais moi, j'en ai fait une, par exemple, sur, je voudrais avoir les applications où il n'y a pas d'informations sur le GDPR et où il y a du file sharing qui est effectué. Donc, en fait, j'ai créé une requête, moi, à la main, avec le security risk factor, c'est file sharing, le score de risque de l'application, il est élevé parce que le score est bas. Et puis le legal risk factor, c'est-à-dire que j'ai pas d'informations sur le GDPR. Donc ça, c'est important pour moi. Et je vois par exemple ici qu'il y a une application qui s'appelle Loop qui est utilisée et qui est utilisée, il y a eu 3 gigas, 4 gigas même pratiquement au niveau du transfert, etc. Après, derrière, je pourrais effectuer des actions, la taguer l'application et puis dire ce que je veux faire après. Donc, dans le tag, j'ai sanction, unsanctioned monitored, ça c'est les trucs de base, mais je pourrais très bien avoir un tag à moi. Donc moi j'ai mis un tag par exemple, c'est en attente, ou des choses comme ça. Et je peux bloquer évidemment cette application par la suite si je le souhaite. Et puis si je vais voir dans l'application en particulier, je vois exactement les utilisateurs qui l'utilisent, comment elle est utilisée, je peux avoir les infos sur cette application. Donc ici, j'ai les infos, par exemple, de façon générale sur d'où elle vient, quel site, qui est ce fournisseur de l'application et où il se situe. Ensuite, j'ai des informations concernant la partie sécurité. Donc ça va être, par exemple, ici, est-ce que il y a un certificat, est-ce que ça fait du SAML, est-ce que ça fait du chiffrement, des choses comme ça. Et puis ensuite, je vais avoir les informations sur la conformité. Donc ici, par exemple, est-ce qu'elle est conforme ISO 27001? Est-ce qu'il y a les documents GDPR qui sont disponibles? Est-ce que c'est publié sur le site de l'application? Ça peut être intéressant aussi de pouvoir le récupérer. Et apparemment, il y a un certain nombre de choses qui manquent sur le site. Donc c'est une application que je dois regarder. Alors c'est pondéré, hein, toutes ces informations. Et moi, je peux agir sur la pondération. Je pourrais très bien dire: «Ah attention, GDPR chez moi, c'est quelque chose qui est super important». Donc je vais,
le pondérer et le mettre avec une pondération maximale. Donc voilà sur la partie Shadow IT. Je vais continuer. Alors, je vous ai laissé quand même dans les slides par la suite, il y a des slides de démo. Donc, vous avez tous les éléments après derrière si vous le souhaitez. Alors, dans les slides de démo, parfois, c'est marqué un peu Cloud App Security, mais en fait, derrière, le fonctionnement, c'est le même. Et puis les copies d'écran, elles changent pas beaucoup par rapport à security.microsoft.com, hein, par rapport à Microsoft 365 Defender. Alors, il y a une partie protection des données qui va être disponible dans Defender for Cloud Apps, et puis on va pouvoir s'intégrer avec Purview Information Protection. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller chercher les labels, on va s'intégrer avec, on va aller chercher les labels, et puis on va pouvoir effectuer des actions dans les applications SaaS, soit en fonction de la lecture de ces labels, soit en disant, bah, finalement, je veux labelliser tel fichier parce qu'il arrive à tel endroit dans telle application. Ça peut être ça aussi. Et qu'il est partagé vers l'extérieur ou des choses comme ça. Donc, on peut très bien récupérer toutes ces informations de la partie Purview Information Protection pour labelliser si on le souhaite. Donc, pour ça, il va falloir faire quelque chose avec ces applications et notamment les connecter. Donc, des applications d'entreprise, par exemple, on va connecter ces applications parce qu'elles fournissent des API pour faire l'interaction. Donc, si j'ai par exemple du Salesforce, ben, je vais me connecter au tenant de Salesforce et puis je vais pouvoir avoir des API qui vont me permettre de discuter avec le Salesforce qui me concerne. Et du coup, je vais pouvoir effectuer des actions derrière en fonction de ce qui est fourni par les API et puis surveiller en fonction aussi de ce qui est fourni par les API. Donc, je vais pouvoir avoir de la visibilité, par exemple, sur, tiens, il y a des données qui sont partagées, tiens, tel utilisateur, il a fait ça ou ça dans l'application. Voilà, c'est de la gestion de l'application derrière et ça dépend des API et de ce qui est fourni par l'application. Et puis après, derrière, je peux avoir pour la classification et donc l'intégration avec Purview Information Protection, bah, je peux avoir de la gouvernance sur les données, donc effectuer des actions de protection de chiffrement, par exemple, si nécessaire, en mettant un label qui implique du chiffrement, détecter des types d'informations sensibles dans des fichiers qui transiteraient dans mon Salesforce, par exemple. J'ai de l'information qui transite, j'ai des informations qui sont peut-être liées, je sais pas moi, des numéros de carte bleue ou des trucs comme ça, bah voilà, très bien. Je vais pouvoir le savoir en utilisant, par exemple, Microsoft Information Protection. Et ensuite, bah, je vais pouvoir effectuer des actions derrière. J'ai détecté quelque chose, ben, quelle est ma réaction? Donc, je vais mettre en place des règles, des stratégies et des actions derrière ces stratégies pour effectuer des actions, actions qui vont dépendre de l'application que je gère. L'action, par exemple, sur un fichier dans Box, bah, ça va peut-être pas être la même action qui va être disponible dans OneDrive for Business, par exemple, parce que les API fournissent pas les mêmes éléments. Mais derrière, il y aura toujours des choses qui seront possibles. Bon, je vous ai mis l'architecture sur les applications connectées, hein, donc il y a 20, presque 30 applications qu'on peut connecter maintenant, et c'est quelque chose qui évolue de plus en plus. Bon, détecter, remédier, créer des stratégies, ça je vous le laisse aussi. Cycle de vie des protections des fichiers sensibles, je vous le laisse aussi. Je vais juste vous montrer comment ça fonctionne derrière dans le portail. Alors, je vais prendre lequel? Je vais prendre parce que j'ai 2 tenantes qui tournent. Alors ici, par exemple, alors je suis toujours dans la partie Defender for Cloud Apps, mais je vais dans la partie Policies. Donc Policy, j'ai Policy Management, par exemple, ici. Et dans Policy Management, j'ai déjà des règles de base qui sont disponibles et que je peux utiliser. Et moi, j'ai fait un certain nombre de règles avec des mots, donc des mots quelque chose. Et dans ces règles, par exemple, dans ces stratégies, j'ai mis en place ici une stratégie des mots, pas de partage de données RGPD vers l'externe. OK, très bien. Alors, comment ça fonctionne, ça? Donc, je vais aller regarder ma stratégie. Et en fait, dans cette stratégie, j'ai juste mis ici
des informations sur ce que je devais regarder. Donc ici, par exemple, quels sont les éléments, quels sont les critères qui sont importants pour moi? Donc c'est le niveau d'accès, par exemple, le niveau d'accès qui doit être public et externe, voilà, dans des applications. Ensuite, sur ce niveau d'accès, bah, je rajoute un élément supplémentaire, c'est si je trouve des fichiers qui ont été tagués, qui ont été labellisés par Microsoft, par Purview Information Protection plutôt, avec le label RGPD, par exemple. Donc voilà. Je pourrais même dire après à quoi ça s'applique, à quels utilisateurs, et cetera, voilà. Derrière, je vais avoir des règles de gouvernance qui vont être disponibles. Et ces règles de gouvernance, elles vont dépendre des applications avec lesquelles je m'interface. Donc ici, je me suis interfacé avec Box, avec Salesforce, et puis avec SharePoint ou OneDrive for Business. Donc c'est les applications que j'ai intégrées dans la plateforme. Je me suis connecté au tenant Salesforce, j'ai mis les informations, j'ai mis tous les éléments pour pouvoir interagir avec, et du coup, ça devient une application qui est gérée dans Defender for Cloud Apps. Pareil avec Box, pareil avec la partie Office 365. Du coup, derrière, quand j'ai des actions à effectuer, ben, en fait, ma règle, elle va s'appliquer ici, quel que soit le type d'application qu'il y a derrière. Enfin, quel que soit le type d'application intégrée qui se situe derrière. Donc, pour ces applications intégrées, ben, si c'est Box, par exemple, ici, derrière, qu'est-ce que je vais dire? Ben, je vais effacer le fichier. Voilà. Je ne mets pas l'utilisateur en quarantaine, j'enlève pas l'utilisateur, je n'applique pas un label ou quoi que ce soit. Je vire le fichier. Voilà, c'est ma décision et c'est un certain nombre d'actions qui sont disponibles parce qu'on peut s'interfacer avec Box. Si je suis dans Salesforce, bah, qu'est-ce que je pourrais faire? Bah, je pourrais notifier par exemple l'utilisateur. Si c'est dans OneDrive for Business, je pourrais dire, bah, tiens, pour OneDrive for Business, ton fichier, je vais interagir dessus et je vais faire un make private. Voilà. Et puis en même temps, après derrière, je pourrais dire, afficher un petit message, attention, le partage de données à caractère personnel est interdit. Voilà, des choses comme ça. Donc, il y a un certain nombre de possibilités, il y a un certain nombre d'interactions qui sont, possibles et ça dépend en fait des applications, disponibles derrière. Donc voilà le type de stratégie qu'on pourrait mettre en place, ici, alors je sais pas si j'en ai une autre qui est sympa. Et bon, ici, il y en a des beaucoup plus simples, hein, quand il y a des numéros de carte bleue ou des trucs comme ça, bon ça c'est des trucs qui sont beaucoup plus simples. J'ai aussi, des mots bloqués, dans Outlook Web Access, quand il y a un fichier qui contient des données, spécifiques, type numéro de sécurité sociale US ou des choses comme ça. Beaucoup des règles de DLP en fait, ici qui sont définies. Donc voilà, j'ai défini mes propres règles et elles agissent derrière sur, les applications SaaS que j'ai pu intégrer. Alors de la même façon, je vous ai mis ici, je vous les ai laissé les différentes démonstrations avec l'intégration, comment ça se passe, les policies, et cetera. Donc vous avez toutes les slides qui sont disponibles, pour ça. Alors, point suivant, c'est le contrôle de session. Alors le contrôle de session, qu'est-ce que c'est? Ça va être une interaction qu'on va avoir avec quelque chose que vous connaissez bien, qui est l'accès conditionnel. Donc dans l'accès conditionnel, on a un certain nombre de conditions d'entrée, on a des stratégies, qui ont été mises en place au milieu, un moteur qui va évaluer en fonction des stratégies et des conditions d'entrée, de ce qu'il faut faire derrière. Donc ça, vous le connaissez déjà. Dans cette partie-là, dans cette partie justement accès conditionnel, il y a un élément qui s'appelle le contrôle de session et qui en fait va renvoyer vers Microsoft Defender for Cloud Apps. Donc c'est une stratégie ou des stratégies d'accès conditionnel un peu particulières où il va y avoir de l'interaction avec Defender for Cloud Apps. Alors les cas d'usage classiques, ça va être, je suis dans une session web par exemple, je suis dans mon Salesforce, de d'habitude et je suis sur, un périphérique qui n'est pas le périphérique de l'entreprise. Eh bien typiquement, sur ce type de périphérique et dans ma session web, je ne souhaite pas pouvoir télécharger des fichiers qui soient, peut-être confidentiels, vis-à-vis des clients ou qui contiennent des informations, sensibles ou des choses comme ça. Et donc là, il va y avoir Defender for Cloud Apps qui va intervenir.
C'est le contrôle de session et en fait, on a 2 choses à faire pour effectuer ce contrôle de session. Il y a d'abord, bah, il faut que l'application, bien sûr, elle soit, gérée dans Azure Active Directory, hein, qu'il y ait du SSO dessus. Ensuite, il va falloir, créer une règle d'accès conditionnel avec du contrôle de session et dire que dans ce contrôle de session que je renvoie vers, Defender for Cloud Apps et dans Defender for Cloud Apps, je vais faire une stratégie, une session policy en fait et où je vais expliquer comment je réagis en fait quand, je me retrouve dans telle situation vis-à-vis de telle application. Alors je vais vous montrer en démo ce que ça donne. Alors je vous ai montré ici, vous avez, ce que vous pouvez faire derrière, hein, typiquement, bloquer, du copier-coller, bloquer le download, appliquer un label, des choses comme ça. Donc tout n'est pas possible, hein, de faire. Il y a un certain nombre d'actions, seulement qui sont disponibles et en fait, ça va vous donner quoi derrière? Alors il faut que je retrouve juste le bon, je ne sais plus si c'est sur Alex PC. Voilà. Voilà. Sur Alex PC, par exemple, ici, c'est celui-là qui a le Salesforce, ouais. J'ai un Salesforce ici sur, chez Alex et je vais me connecter à mon Salesforce. J'ai du SSO. Ah non, c'est pas sur celui-là, c'était l'autre. Bon, c'est pas grave. Je vais faire portal.azure sur celui-là. Portal.azure.com, parce que j'ai le même Alex de l'autre côté. Voilà, portal.azure.com et il s'est passé quelque chose, hein, dans l'URL. Quand j'ai, voulu, en fait, accéder à portal.azure, en fait, dans l'URL, on voit qu'il me reroute vers MCAS. Donc il y a encore le nom Microsoft Cloud App Security, là-dedans et même si vous regardez l'URL un petit peu avant, il y a même encore le nom Adalom, hein. Donc il y a pas de souci avec ça. Après derrière, ça me dit quoi? Bah, attention, il y a un message qui me dit, «Attention, votre session Azure est observée». Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et verticales. Donc ça, c'est pour les plus anciens qui aimaient un petit peu les séries sympas. Je continue. Bien, j'ai accès au portail Azure, super, c'est parfait. Et je suis toujours en MK100, je ne sais pas si vous regardez l'URL. Donc voilà, je suis sur mon portail Azure. Je vais aller sur Quick Start, par exemple, et là, je vais faire un copier. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Bah, il me dit: «Ouais, tu es gentil, tu fais un copier, mais moi, j'ai besoin de vérifier quand même un certain nombre d'informations là parce que, le copier-coller» alors ici, c'est un copier-coller qui est pas très dangereux, mais j'aurais très bien pu aller sur, le tenant ID ou des informations un petit peu plus sensibles. Heu, donc il y a un security check qui est effectué, en fait, ici. Il y a un step up, de sécurité qui va être effectué. Je bloque pas, mais je demande, une information supplémentaire et je dis: «Bon, bah, OK, je vais procéder à ton step up» et ton step up, c'est quoi? Bah, c'est juste de dire: «Ben, il y a du MFA qui est déclenché parce que tu as fait une action qui était un petit peu sensible, de mon côté et dans ce cadre-là» et je vais le refuser, hein, je fais refuser, voilà et donc là, il me met un request denied. Voilà. Ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec la Dap Security et je vais faire la même chose et je pense que celui-là, c'est celui-là que le Salesforce, ils font, voilà. Parce que j'ai qu'un tenant de Salesforce qui fonctionne, ici. Alors des tenants de Salesforce, vous pouvez en créer, hein, en fait, il y a des tenants de développeurs qui sont disponibles et qui sont utilisables. Alors là, il me dit: «Oui, effectivement, ta session Salesforce, elle est analysée». Je continue, très bien et on voit que c'est un tenant de dev dans l'URL. Voilà, je suis dans mon Salesforce, super et puis dans mon Salesforce, en fait, ben, OK, moi je gère des fichiers, par exemple. Donc, il y a un super fichier, fichier bière là, super sympa, c'est pour d'autres démos. Dans les récents voilà, dans les récents, j'ai Personal Employee Informations. Oh, ça m'intéresse et je voudrais bien le récupérer sur, sur ma machine. Donc je vais faire un download, voilà et là, il me dit: «Bah non». Le téléchargement est bloqué parce que le téléchargement de, voilà, du fichier est bloqué par la stratégie de sécurité de votre organisation. On interdit le téléchargement de fichiers à caractère confidentiel sur des périphériques externes à la société. En fait, le périphérique est considéré comme externe parce que, je lui ai pas mis le certificat, mais ça, c'est quelque chose que je regarde dans la configuration de, ma règle. Donc voilà les types de choses qu'on peut effectuer, par exemple, avec du contrôle de session. Donc
plutôt sympa. Et alors, comment ça se configure derrière? Alors, je ne sais plus où il est, j'ai tellement de trucs qui tournent. Je pense que c'est là. Ouais. Pas de download dans Salesforce sur périphérique non conforme. Voilà, c'est ça. Donc ici, j'ai une policy, une stratégie de session. L'application qui est ciblée, c'est Salesforce. Le device, bah, moi, pour que ce soit pas facile à gérer, j'ai dit, bah, s'il n'a pas le certificat, bah, c'est pas un device d'entreprise. Et après, bah, je définis, ce que je dois faire, comment je dois aller regarder, quelle est l'inspection que je dois effectuer. Alors ici, j'avais utilisé le built-in, mais je pourrais très bien, utiliser, Powerview ou des choses comme ça. Après, j'ai mon fameux message ici que j'ai défini: la politique de sécurité interdit le téléchargement des fichiers à caractère confidentiel. Et puis après, ici, ben, en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'effectue comme chose? Alors j'envoie un mail à jplesage@microsoft.com, mais je suis aussi interfacé avec Power Automate pour, dans, un Teams spécifique, remonter, l'alerte, dans un canal, défini. Donc je peux m'interfacer avec Power Automate aussi. Et normalement ici, j'ai bloqué, oui, j'ai bloqué avec un message, spécifique. Alors, on a vu tout à l'heure dans la partie Azure, alors je vais pas reprendre le truc Azure, mais c'est la même chose avec du copier-coller. La seule chose qui diffère avec, la partie, Azure, le copier-coller qui me demandait, du MFA, bah, c'est juste que j'ai demandé du Step Up Authentication ici. Et ça veut dire que derrière, j'ai fait de la configuration quand même dans, Microsoft Entra, dans la partie, protection, conditional access et dans la partie accès conditionnel, il doit y avoir des session policy quelque part, session OWA, session Azure Alex, ouais, je vais regarder cela. Bon, j'ai plus le Salesforce, mais c'est pas très grave. Donc j'ai les applications qui sont, définies, une application, OK, et après c'est ici. C'est dans la session, en fait, que je vais définir que j'utilise Conditional Access App Control et utiliser une custom policy. Utiliser une custom policy, ça veut dire va voir dans Defender for Cloud Apps, regarde la stratégie qui est associée et effectue là. Voilà. Donc il y a ces deux éléments là qu'il faut faire pour pouvoir avoir quelque chose qui soit fonctionnel. 11h47, faut pas que je traîne trop. Voilà. Donc démo, bah, après, ici vous avez derrière, hein, tous les éléments, toutes les copies d'écran, nécessaires, indispensables, pour la session policy et cetera. Bon, c'est peut-être pas exactement la même que j'ai faite, mais, vous aurez au moins des possibilités de voir ce que ça donne. Alors, Security Posture Management. Alors je savais pas trop où le mettre en Security Posture Management, je vous l'ai mis dans la partie protection contre les menaces. Bon, après, on pourrait le mettre ailleurs, ça pourrait être un pilier à part entière, hein, parce que c'est quelque chose qui arrive de plus en plus. Alors, c'était pour Salesforce et ServiceNow et Office 365 évidemment, mais je pense qu'il y en a d'autres qui sont arrivés depuis. Faudra vérifier. Et en fait, le truc, c'est que quand on va faire ça pour, une application SaaS, donc il y a une case à cocher à mettre pour dire: «Je veux faire en gros, je veux, faire de la gestion de posture de sécurité pour cette application SaaS». Et ben, en fait, je vais avoir dans le Secure Score des éléments qui vont être liés à cette application. Donc, typiquement ici, ça va être, du Salesforce et dans le produit, dans la colonne produit, en fait, je vais avoir Salesforce. C'est-à-dire que toutes ces recommandations et ce score, en fait, il est analysé vis-à-vis de telle ou telle application. Donc c'est dans le Secure Score général, hein. Vous allez dans la partie Defender, 365, dans la partie Secure Score et vous aurez, exactement cet élément-là qui sera disponible et vous regardez dans la colonne, product et puis, vous verrez, vous aurez la liste des applications qui sont disponibles. D'ailleurs, je peux vous le montrer tout de suite. Alors j'ai pas de Salesforce qui tourne, sur ce tenant-là avec du Secure Score. Secure Score, voilà, il est là. Et ici, dans le filtre, en fait, si je prends le filtre, apps,
Je vais avoir derrière les différentes applications avec, lesquelles je peux m'interfacer. Donc, oui, il y a du Salesforce, du ServiceNow, mais bon, il y a déjà de l'Okta, GitHub, DocuSign, donc il y en a déjà quelques-unes en plus par rapport à ce que je vous ai dit. Donc voilà, mais c'est quelque chose, c'est dans le Secure Score, c'est intégré, c'est avec tous les éléments, c'est pas juste lié à Defender for Cloud Apps, c'est mis dans, la partie globale. Et c'est ça qui est intéressant, hein, dans la partie Microsoft 365 Defender, c'est que, ça devient global. C'est des éléments qui sont, partagés, heu, partout dans, Microsoft 365 Defender. Alors la partie protection contre les menaces, il est 11h50, faut pas que je traîne encore une fois. Mais là, en fait, c'est aussi dans cette possibilité de gérer des éléments qui peuvent être dangereux. Alors évidemment, ransomware, identifier des rançons logiciels ou des fichiers, malveillants, des choses comme ça, OK. Il va y avoir de l'analyse, il va y avoir, de la détonation, OK, très bien. Mais ça peut être aussi, protégé, d'un employé qui peut être, lui malveillant parce que, il a mis en place des choses pour faire, de la récupération, de données sur tel site SharePoint ou des choses comme ça. Utilisation d'applications non autorisées, un utilisateur qui peut être compromis aussi. Ça peut être intéressant d'avoir cette vue-là aussi sur les, utilisateurs. Et puis de se dire: «Ben oui, cet utilisateur, il est compromis, mais en plus, il a tel et tel accès dans tel type d'application, donc là, il y a danger». Quel est son pouvoir de nuisance sur les applications SaaS? Donc ça, c'est un élément important aussi. Ça peut être aussi, de la protection contre les menaces parce qu'il y a de plus en plus d'attaques qui viennent, via, OAuth et donc, du coup, avec des droits qui sont associés à des applications et ces droits peuvent être dangereux et l'utilisateur n'a pas forcément fait, attention, hein, qui donnait des droits spécifiques. Donc ça, faut le surveiller et puis on peut l'empêcher, hein, aussi. Donc c'est de la détection, c'est de l'analyse et puis après de la prévention, si nécessaire. Donc ici, vous avez la liste, non exhaustive, hein, des différents éléments qu'on peut regarder, par exemple, sur du forward, de boîte aux lettres, sur, de l'utilisation anormale de fichiers, quoi. Sur, je sais pas, sur du SharePoint, je suis en train de récupérer plein de fichiers alors que d'habitude je le fais pas, voilà. Tous ces éléments qui vont me permettre de dire: «Bah, tiens, attention, là, il y a peut-être un danger». Et puis après, il va y avoir un score qui va être, analysé et un score qui peut être lié aussi à l'utilisateur. Donc, score qui va être lié à son pouvoir de nuisance, au nombre d'alertes qui sont liées à cet utilisateur. Donc on va pouvoir, mettre, l'accent sur ce qui est le plus important et le plus dangereux à court terme. Donc, voilà, différentes alertes et puis où est-ce qu'on les retrouve et cetera, mais je vais vous montrer après. Après on peut agir, hein, dessus, évidemment, faire, je sais pas, suspendre un utilisateur, si nécessaire, révoquer des accès ou des choses comme ça. Partie intégration d'entreprise, il reste 8 minutes. On l'a vu un peu tout à l'heure, dans la partie intégration d'entreprise, en fait, on va pouvoir s'intégrer d'abord avec Power Automate. Ça, c'est super intéressant parce qu'on va pouvoir, avoir des actions automatiques qui vont être lancées, directement en réaction à une stratégie. Comme on l'a vu tout à l'heure, quand je faisais, l'interaction, avec, Teams et je vous montrerai si on a le temps juste après qu'il y a vraiment un petit message qui est posté, dans Teams et dans le bon canal. Donc juste un petit exemple comme ça. Heu, donc ça, c'est Power Automate, mais il y a plein de choses qu'ils ont, disponibles via Power Automate. Alors, il y en a un autre ici que vous voyez, c'est MCAS LogPA. Bah, en fait, ça, c'est l'intégration avec, la logique apps qui va me permettre d'envoyer des logs de façon récurrente. Donc il faut que je lui donne, les droits d'accès. Il faut qu'elles aient l'API token nécessaire pour pouvoir interagir avec Defender for Cloud Apps. Les playbooks. En fait, dans la série Playbook, ben, vous aurez tous les playbooks qui sont disponibles dans Defender for Cloud Apps. Donc ici, à l'époque, j'avais mis, alerte dans TeamSock, mais, qu'est-ce que je fais quand il y a un utilisateur compromis? Est-ce que j'ai des actions supplémentaires à effectuer? Est-ce que je dois prévenir son manager? Enfin bon, tous les éléments qui peuvent être intéressants, à effectuer, directement en réaction, à, un événement ou, à la validation d'une stratégie.
Donc ici, par exemple, intégration avec Power Automate. Et puis, il y a un truc sympa, c'est que dans le GitHub, il y a plein de playbooks qui sont disponibles et vous pouvez réutiliser pratiquement directement et qui peuvent vous aider à faire des choses assez intéressantes. Alors, en l'occurrence, ici, c'était la possibilité de désactiver un utilisateur dans Active Directory, si je me souviens bien, mais évidemment avec avant un certain nombre de choses. Alors, j'ai monté un incident dans ServiceNow, j'ai envoyé un message au manager, j'attends le retour pour savoir si c'est OK pour le faire ou pas. Voilà, tout ce qu'on peut effectuer typiquement avec du Power Automate. Intégration avec Sentinel. Donc, il y a 2 connecteurs qui sont disponibles. Il y a le connecteur global Microsoft 365 Defender dans, qui est bien. Je pense que c'est celui qu'il faut utiliser en priorité, puisqu'il va permettre de récupérer les éléments aussi des autres solutions, type MDO, MDE par exemple. Ça, c'est le premier connecteur. Il y a un deuxième connecteur qui est un connecteur Pure Defender for Cloud Apps. C'est le connecteur original, je dirais peut-être. Et lui, il a en plus la partie Shadow IT, donc récupération des informations de Shadow IT qui sont disponibles dedans. Et du coup, ça permet d'avoir des tableaux de bord qui peuvent être plus intéressants aussi, et même d'exporter avec Power BI, hein, ces éléments de découverte. Il y a une application qui est disponible dans Power BI pour avoir ces différents éléments et avoir quelque chose qui soit super sympa à regarder au niveau du Shadow IT Discovery. Voilà. Et je vous ai mis le lien à chaque fois pour l'intégration, où est-ce qu'on peut aller chercher la façon de faire et puis l'application qui est disponible dans Power BI. On peut s'intégrer avec Sentinel, mais on peut s'intégrer avec d'autres SIEM, hein. Alors, ça va être ArcSight ou alors en Generic Common Event Format. Donc ça, ça se configure aussi dans la partie Defender for Cloud Apps, dans la partie paramètres. Et ça n'a pas changé d'endroit, en fait, entre l'ancien portail et le nouveau portail, donc c'est assez facile aussi. Dans les 4 minutes qui viennent, je vous parle rapidement d'un add-on qui est disponible pour Defender for Cloud Apps. Cet add-on est nécessaire pour la gouvernance complète des applications. Alors pourquoi la gouvernance complète? En fait, dans la gouvernance des applications, il y a plusieurs choses qui vont intervenir. Il y a d'abord l'intégration avec Azure AD. Donc ça, c'est un élément important. J'intègre mon application dans Azure AD, je fais du SSO, les droits d'accès, quel utilisateur a accès à quoi dans cette application, les règles d'accès conditionnel, tout ça. Après, dans Defender for Cloud Apps, on va avoir la possibilité d'identifier des comportements à risque, d'appliquer des politiques, de contrôler l'activité des utilisateurs dedans, de les protéger d'eux-mêmes, enfin tous ces éléments qu'on vient de voir. Et après, il y a un élément dans App Governance qui est un add-on en fait à Defender for Cloud Apps, mais on va le voir apparaître dans le portail au même endroit, hein, dans Defender for Cloud Apps, c'est un onglet supplémentaire, et ça va me permettre en fait de faire une analyse de ces applications et d'avoir des règles de gouvernance qui vont être associées à ces applications. Donc de pouvoir détecter ce qui est bien de faire, ce qui est normal de faire dans mon entreprise et ce qui est pas normal au niveau de la gestion et de la gouvernance des applications. Alors en exemple ici, dans le portail, vous aurez une vue globale d'abord de toutes les applications, des droits aussi qui sont associés parce que c'est important. Est-ce qu'il y a trop de droits dans ces applications par rapport à ce qui est utilisé? Ça va être aussi l'utilisation qui en est faite de ces applications. Tiens, il y a cette application, mais elle n'est plus utilisée du tout, ou cet utilisateur-là n'a plus du tout utilisé cette application-là. Donc voilà, toute cette notion de savoir ce qui se passe autour des applications et comment je peux faire pour renforcer en fait ma sécurité autour d'une gouvernance complète de mes applications SaaS. Et, euh, et notamment sur la gestion des droits, ça peut être super intéressant. Et donc après, il y a des alertes en fonction de ce que j'ai mis, moi, ou de ce qu'il y a déjà comme stratégie. Il y a des stratégies de base qui sont déjà en place, et moi, je peux mettre en place des stratégies supplémentaires pour gérer justement ces applications et la gouvernance de ces applications.
Donc, il y a des stratégies. Ici, vous avez un exemple, hein. Est-ce que c'est une application certifiée? Est-ce qu'il y a des privilèges élevés? À quoi elles accèdent? Quelles sont les API qui sont utilisées, etc. Donc, tous ces éléments qui vont me permettre de dire, bah, tiens, attention, si je suis dans ce cas-là, bah, je me retrouve dans une situation où je mets potentiellement à risque des données d'entreprise, par exemple. Ça peut être tout à fait ça. Et puis après, on peut faire évidemment de la détection et de la correction en fonction de ces règles et de ces alertes qui ont été remontées et de la correction automatique. Je pourrais dire: «Tiens, je bloque l'application», par exemple. Ça peut être tout à fait ça. Je dis: «Tiens, cette application, elle est plus utilisée depuis 6 mois», bah, du coup, je la bloque, automatiquement et puis après, bah, on verra bien, hein, il y a certains utilisateurs qui qui m'appellent, bah, peut-être qu'il y a des choses à faire. Donc il y a une démo qui est disponible, je vous la laisse aussi. Voilà. Ça vous permet de voir un petit peu comment ça fonctionne. Hop, 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 je passe, j'aurais dû passer toutes les démos et en annexe, il y a un truc super bien que Samuel d'ailleurs, avait fourni, heu, c'est de savoir je suis habitué au portail Defender for Cloud Apps, comment je fais pour retrouver mes petits dans le portail security.microsoft.com? Alors pour la plupart des choses, c'est super facile parce que c'est pratiquement au même endroit. C'est classé pratiquement de la même façon et cetera, donc c'est pas très compliqué. Pour certaines autres choses, ben, il faut aller, dans les éléments qui sont plus globaux, on va dire, à Microsoft 365 Defender. Alors typiquement, à un moment donné, dans Defender for Cloud Apps, vous aviez ce Identity Security, la posture de sécurité liée à l'identité. Mais en fait, ça, évidemment, ça ne va pas se retrouver dans un onglet équivalent dans le portail 365 Defender, puisque tout ce qui est lié à la posture de sécurité, on va le retrouver dans le Secure Score. Donc c'est automatiquement, ça a été mis dans le Secure Score. Idem pour la partie, configuration. Bah, en fait, on va dans la partie configuration globale du Microsoft 365 Defender et là, vous aurez MDE, MDO, et cetera et vous aurez Cloud Apps et dans la partie Cloud Apps, bah, vous retrouverez, vos petits aussi. Donc ça, c'est marrant, et intéressant et merci, Samuel de l'avoir fourni parce que ça permet d'aller beaucoup plus vite et de se retrouver, plus facilement, dans le nouveau portail. Et pareil, hein, sur, les différents paramètres, hein, où est-ce qu'on les retrouve dans le nouveau portail par rapport à l'ancien et puis peut-être parfois des noms qui ont un peu changé entre contrôle et policy, entre policies et policy management, enfin bon, mais on s'y retrouve vraiment super facilement. Si vous voulez les liens dont j'ai parlé là, pour la plupart, typiquement le GitHub, il y a Ninja Training qui est disponible, il y a, le top 20 des use cases, sur, Defender for Cloud Apps, tout ça. Il y a, une page avec tous ces bons liens, donc aka.ms MDFCA-Links, hein, MDA, je pense, je sais plus, c'était à l'époque, c'était pas encore MDA, donc c'était pas, c'est pour ça que j'ai mis Microsoft Defender for Cloud Apps. Mais voilà, tout est disponible là-dessus. Et puis, ben, quand j'ai le temps, je rajoute des liens et ça vous permet sur une page d'aller voir les choses intéressantes et de retrouver exactement où se trouve le GitHub, le blog, la discussion, le Ninja Training et puis tous les webinaires qui peuvent être à disposition ou autres. Donc voilà sur la partie Defender for Cloud Apps. On termine à 12h02, donc ça va, je m'en sors pas trop mal parce que le sujet est assez large. Donc vous avez toutes les slides qui sont à disposition avec notamment toutes les démos, profitez-en. Et puis suivez bien l'actualité parce que c'est en train de pas mal bouger en ce moment. Et on en reparlera évidemment de toute cette actualité pendant les nouveautés cybersécurité qui auront lieu au 23 mai, si je me souviens bien, prochain. Eh bien, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous laisse reprendre une activité normale. Et s'il y avait des questions dans le chat, eh